Chers amis, mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis, je suis bien à Marseille. Il n'y a qu'à Marseille qu'un accueil aussi fort, aussi beau est possible. Il n'y a qu'à Marseille qu'il y a cet esprit qui flotte, celui de la victoire, de la victoire espérée, de la victoire promise, de la victoire qui se dessine, mais qui n'est pas encore là, qu'il faut construire, qu'il faut travailler, qu'il faut mener jusqu'à son terme, c'est-à-dire le 6 mai prochain. Voilà l'engagement que je prends devant vous, amis des Bouches-du-Rhône, amis de Marseille, venus nombreux dans cette salle, nombreux à l'extérieur, et je salue ceux qui n'ont pas pu rentrer et qui m'entendent, et qui participent avec vous du succès de cette rencontre. Merci de votre présence, merci de votre enthousiasme, merci de votre confiance. Je voulais, ici à Marseille, saluer votre ville, votre département, votre région. Marseille, la plus ancienne ville de France. Marseille, si intimement liée à la nation française. Marseille, façonnée, travaillée par des apports successifs de populations qui ont construit sa personnalité, son identité. Je salue Marseille et tous ceux qui l'ont peuplée, les Provençaux venus du haut pays, les hommes et les femmes venus ici pour échapper aux violences et parfois au génocide. Je pense aux Juifs et aux Arméniens. Marseille, faite aussi par ceux que l'on avait fait venir de loin, les Kabyles, ceux qui ont libéré aussi Marseille en août 1944, Algériens, Sénégalais, des bataillons de l'armée d'Afrique. Je pense aussi aux Italiens venus dans l'entre-deux-guerres, chassés par la misère et le fascisme. Je pense aux Espagnols fuyant la chute de la République et aux Maghrébins recrutés dans les villages pour faire tourner les usines, aux Comoriens cherchant une vie meilleure. Et je n'oublie pas tous les autres, venus de plus près, les Corses, les Languedociens. Voilà Marseille, voilà la ville de la Méditerranée. Soyez fiers de votre ville, de son histoire. Soyez fiers
de ce que vous en avez fait, ou plutôt vos parents et vos grands-parents, à l'image de celui qui fut un grand-maire de la ville de Marseille, qu'il avait libéré de ses propres mains, Gaston Defferre. Je pense aussi à un grand résistant, Raymond Aubrac, qui fut nommé commissaire de la République à Marseille par le général de Gaulle en août 1944. Et à travers lui, je salue l'œuvre du Conseil national de la résistance, à qui la République doit tant, et au nom duquel tant de progrès sociaux ont été accomplis. Voilà ce que j'étais venu vous dire. J'aime Marseille parce que j'aime la France. J'aime Marseille parce qu'elle est diverse, parce qu'elle rassemble. J'aime Marseille parce qu'elle est à l'image de notre pays uni et indivisible. J'aime Marseille parce que je sais les difficultés que vous traversez. J'aime Marseille parce que cette ville a donné l'hymne de la République, la Marseillaise. Elle a donné le travail, le labeur de ces hommes et de ces femmes. Et en même temps, elle se sent, je le sais, et Michel Vauzel le rappelait, abandonnée par l'État. Je mesure aussi, venant ici régulièrement, le poids des inégalités, l'intensité des violences, l'insupportable injustice, la brutalité des ségrégations. Sous le mandat du candidat sortant, chaque année, à Marseille, il y a eu un lot de drames économiques et humains. Dois-je les citer tous? En 2008, c'était le groupe Les Trois Suisses qui délocalisait son centre d'appel. En 2009, c'est l'entreprise L'Égrémente qui était liquidée sans préavis. En 2010, c'était Nescacao qui était une nouvelle fois victime de ce qu'on appelle un abandon et qui, heureusement, aujourd'hui, grâce à ces travailleurs, retrouve l'espoir. En 2011, c'est Fralib, dont les employés ont dû se battre et se battent encore avec les élus de gauche pour faire valoir leurs droits contre les décisions d'une multinationale. Je pense aussi plus loin aux salariés de Lyon-Delbazel ou à la SNCM. Et quand j'ai évoqué une proposition de loi, et Jean-Marc Ayrault l'a également présenté devant vous, qui obligerait un grand groupe qui ne veut plus garder un site à le céder à un repreneur s'il se présente, plutôt que de fermer l'entreprise pour ne pas avoir un concurrent. Et oui, cette proposition de loi, à partir du 6 mai, si vous en décidez, deviendra la loi de la République. Marseille, ville qui souffre, c'est ici que 30% de la population vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C'est ici que le chômage est plus élevé que partout ailleurs dans le pays. C'est ici que le chômage des jeunes atteint 30-40% selon les quartiers. C'est ici que des écoles ferment, que des classes sont supprimées, que des postes d'enseignants sont effacés, que l'accès à la santé est rendu plus difficile. C'est ici que les services publics se dégradent. Eh bien, c'est ici que vous avez décidé de lutter et de changer, et je vous y aiderai. C'est ici aussi que l'insécurité s'est développée à un rythme infernal, que les violences s'en prennent aux plus faibles, aux plus fragiles, aux plus démunis. C'est à Marseille, hélas, que trop souvent, les trafics, les violences, les caïds tiennent tête à l'État. Eh bien, je l'annonce ici,
à la loi de la force, arrivera maintenant la force de la loi. Eh oui, tant de problèmes, tant de difficultés qui vous assaillent, et en même temps, tant de volonté, tant d'énergie, tant de confiance en vous-même. Parce qu'à Marseille, quelle jeunesse, quel talent, quelle capacité de redressement vous portez tous ensemble. Et en plus, quelle volonté de faire confiance à la culture. Et en 2013, je souhaite être le président de la République qui, ici, inaugurera la capitale européenne de la culture. Je fais campagne depuis plusieurs mois. Je ne m'en lasse pas, mais ça finira par, un moment, trouver son terme. Et j'espère le plus heureux. Mais depuis toutes ces semaines, je m'adresse à tous les Français, dans ce qu'ils ont de meilleur, dans la conscience qu'ils portent, dans la foi qui les anime, dans les atouts de la France. Je veux rendre l'espoir, je veux donner confiance. L'espoir, c'est mon projet. Je m'adresse à tous les citoyens, sans distinction, sans hiérarchie, sans discrimination, sans regarder leur parcours, leurs origines, leurs couleurs, tous les Français. Je n'ai pas un projet pour les centres-villes, un autre pour les banlieues, un projet pour le rural, un projet pour l'urbain, un projet pour les jeunes, un projet pour les anciens, un projet pour les riches, sans doute pas, et un projet pour les plus démunis. Je ne suis pas dans le double discours, dans le double jeu. Je n'ai pas un discours pour tant de campagnes et un discours ensuite pour découvrir la réalité. Non, je m'adresse à vous tous avec le même engagement, avec la même authenticité, avec le même sens de la vérité, parce que je veux redresser notre pays. Je veux le faire dans la justice, dans l'espérance, dans la confiance, dans le lien que je veux tisser dès à présent avec les citoyens. L'espoir, la confiance, je veux d'abord les donner à la jeunesse de France. Elle y a droit. Nous lui devons. Et en même temps, notre espoir, l'espoir de la France, c'est sa jeunesse. Et c'est pour ça que je l'ai porté au cœur de mes engagements, au cœur de mon projet. Je n'ai qu'un objectif, faire que, si je deviens président de la République, je sois jugé sur cette seule réalité. Aurais-je permis à la jeunesse de France de vivre mieux en 2007 qu'en 2012? Aurais-je assuré le passage d'une génération à une autre? Aurais-je été capable de donner confiance à ceux, à celles qui veulent travailler, vivre dans leur pays? Aurais-je été capable aussi de leur donner leur autonomie et leur indépendance? Eh bien, devant vous, ici à Marseille, je vous dis, jugez-moi en 2017 si je suis devenu votre président sur ce seul résultat, sur ce seul engagement. Aujourd'hui, 25% des jeunes sont au chômage, 40% dans nos quartiers, et tant d'autres qui vivent dans la précarité, dans le désespoir de pouvoir enfin accéder à leur indépendance. Mon devoir, c'est de leur ouvrir des horizons, c'est de leur permettre de considérer leur vie, non pas comme une suite d'échecs, non pas comme un parcours d'obstacles, non pas comme des verrous qu'il faudrait lever, mais comme une chance de plus, comme une réussite possible, comme une capacité qui leur sera donnée
de réussir leur vie et leur destin. La jeunesse, les jeunes, le candidat sortant les traite comme des assistés. Moi, je m'adresse à eux comme des citoyens. Ils pensent que la jeunesse, c'est un fardeau. Mais non, ce n'est pas un fardeau, c'est une chance pour le pays. C'est-il seulement celui qui a présidé la France pendant 5 ans, qui dit qu'il a appris, sait-il seulement à quel point les jeunes se battent? Sait-il seulement combien les jeunes envoient des CV, hélas sans réponse? Sait-il seulement combien de démarches ils accomplissent chaque jour pour obtenir même un stage, un intérim, un contrat à durée déterminée? Sait-il seulement à combien de portes ces jeunes ont frappé sans que jamais une seule ne s'en trouve? Sait-il à quel point et combien de temps, et avec quelle obstination, tant d'entre eux s'accrochent et continuent de se battre? Non, il ne le sait pas. Et vous allez lui rappeler le 22 avril et le 6 mai. Mais moi, votre candidat, je le sais. Et je tends la main à la jeunesse, je la comprends, je l'entends, et je lui dis que la République jamais ne la laissera tomber. C'est pour elle que j'ai donné priorité à l'école de la République. C'est pour elle, pour sa réussite, que j'ai annoncé la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale sur 5 ans. Des postes d'enseignants, des postes de surveillants, des postes d'assistantes sociales, des postes d'infirmières, de médecins scolaires. Ces recrutements sont nécessaires. Il m'a dit, mais ça coûtera cher. Les comptes ont été faits, 2 milliards d'euros à la fin du quinquennat. Et combien a coûté le bouclier fiscal? 2,5 milliards d'euros. Eh bien, une nouvelle fois, je le dis, je préfère protéger la jeunesse de France que simplement les plus riches de France. Voilà la différence dans cet enjeu de la campagne présidentielle. L'école, l'école de la République, c'est d'abord le lieu où s'acquiert les connaissances, le savoir, l'élévation d'esprit. L'école, c'est le lieu de l'instruction, mais c'est aussi l'endroit où se forge la liberté de conscience, la faculté de penser par soi-même, la découverte de sa propre intelligence, du raisonnement, de la contradiction, et aussi le lieu de la citoyenneté qui permet à un jeune d'entrer dans la société française avec la capacité de décider pour lui-même et pour les autres. L'école, c'est aussi l'enseignement des arts, de la culture, c'est le goût de la beauté, ce sont les trésors de l'esprit humain qui doivent être ouverts à tous et pas conservés par quelques-uns. Je ne veux pas qu'un seul enfant de la République puisse être, à cause de l'endroit où il est né, du milieu où il a grandi, écarté de la culture. L'art, la peinture, la sculpture, la connaissance, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les enfants de la République. Mais l'espoir que je veux donner, la confiance que je veux rendre aux Français, c'est aussi l'emploi, le travail, qui est une valeur, mais dès lors qu'elle est partagée par tous, que chacun puisse accéder enfin à la dignité qui est représentée par une activité, un travail, un emploi, un salaire, un revenu et la capacité de vivre sa vie.
Il y a aujourd'hui 3 millions de chômeurs, 4 si on ajoute tous les demandeurs d'emploi, 1 million de plus qu'il y a 5 ans. Ma priorité, ce sera donc la croissance, la production, l'investissement, la création d'emplois. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait la proposition du contrat de génération. Ce contrat qui permettra à l'employeur qui garde un senior le temps qu'il puisse partir à la retraite. La retraite qui sera d'ailleurs à 60 ans pour ceux qui ont cotisé 41 années et qui ont commencé à 18 ans. Oui, l'employeur qui fera l'effort de garder le senior jusqu'à ce moment où il pourra partir à la retraite, mais qui embauchera un jeune avec un contrat à durée indéterminée. Eh bien, cet employeur-là, il ne paiera plus de cotisation sociale sur les 2 emplois, celui du senior, celui du jeune. Le senior transmettant son expérience au jeune, le jeune donnant sa vitalité, son dynamisme, son engagement à l'entreprise. Voilà la belle réconciliation des âges que je propose. Voilà ce qui servira l'emploi, la croissance, la compétitivité, la productivité de notre pays. Mais je sais aussi les impatiences. Et si nous devons relancer la croissance, et nous le ferons au plan européen, si nous devons permettre qu'il y ait plus d'entreprises qui se développent, et ce sera tout le rôle de la Banque publique d'investissement, de la mobilisation de l'épargne vers les entreprises qui ont besoin d'avoir un soutien du système bancaire. J'ai dit que mon adversaire dans cette campagne, c'était la finance. Non pas la finance qui sert l'économie, mais la finance qui se sert de l'économie pour faire des profits qui ne sont pas dus, qui ne sont pas utiles. Alors, dans l'attente de cette croissance, et quand je mesure les urgences, oui, je créerai 150 000 emplois jeunes, emplois d'avenir, et je les affecterai exclusivement dans les quartiers où il y a du chômage, où il y a la nécessité de trouver là un espoir d'entrer dignement sur le marché du travail. L'espoir toujours, c'est la formation tout au long de la vie. Bien sûr que l'économie est cruelle, bien sûr qu'elle est brutale, et en même temps, l'économie, elle nous appelle chaque fois à de nouvelles mutations. Personne ne peut dire qu'il va commencer dans un emploi et qu'il finira au terme de son existence dans le même poste de travail. Et c'est heureux, car la vie doit être une promotion, car la vie doit être un changement. Mais si nous voulons réussir cette mobilité, il nous faut assurer la formation professionnelle tout au long de l'existence. C'est la sécurisation des parcours. Et c'est pourquoi je veux lutter contre cette inégalité qui fait que ceux qui ont été le moins longtemps à l'école, ceux qui sortent du système scolaire, souvent sans qualification, ils sont 150 000 par an, sont ceux-là même qui ne parviennent pas à accéder à la formation professionnelle tout au long de leur vie. Eh bien, j'instituerai un nouveau droit, 20 heures de droit de formation par an pour les personnes qui ont quitté l'école sans diplôme ou avec une faible formation qualifiante. Et ce crédit de 20 heures pourra être utilisé sans limite de temps et cumulable. Voilà pourquoi nous devons à chaque fois redonner une chance, remettre de nouveau la possibilité de réussir sa vie à tout moment. L'école de la première chance, sûrement, de la deuxième, de la troisième, autant qu'il faudra pour que personne ne se sente abandonné, relégué, oublié. L'espoir encore, c'est l'investissement. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'entreprises qui créent, qui innovent. Et c'est la raison pour laquelle nous devons encourager les petites et moyennes entreprises, permettre leur développement. Et c'est la proposition que je fais en termes de fiscalité. Les plus petites entreprises, en termes d'impôt sur les sociétés, ne paieront plus que 15%. Les moyennes, 30%. Et les plus grandes paieront davantage,
35% pour qu'il y ait une puissante incitation pour les petites et moyennes entreprises. Mais je sais aussi que dans nos quartiers, y compris les plus déshérités, il y a tant de jeunes qui veulent entreprendre et qui ne le peuvent pas, qui vont vers une banque qui leur refuse le moindre microcrédit, qui vont vers des actionnaires qui leur refusent leur concours. Alors moi, je veux que la banque publique d'investissement, celle qui sera créée au lendemain de l'élection présidentielle, ait une filiale dédiée aux quartiers pour développer l'entreprise dans ces quartiers et permettre des projets qui aujourd'hui ne voient pas le jour. Parce qu'il y a tant de talents dans cette jeunesse de France que je ne veux qu'il n'y en ait aucun qui puisse se sentir, là encore, écarté parce qu'il vient de ce quartier, parce qu'il porte un nom qui ne fait pas forcément confiance aux banquiers ou aux actionnaires. Ça en sera terminé de cette discrimination-là aussi. Je veux qu'il y ait à la fois de la solidarité et de l'initiative personnelle. Je ne veux pas faire de l'assistanat comme le prétend le candidat sortant. C'est tout le contraire. Je veux l'égalité, je veux la solidarité, mais je veux aussi que ceux qui sont le plus loin puissent être aidés davantage par rapport à ceux qui sont au plus près des forces de l'argent et des puissants. Je ferai aussi en sorte que dans tous les marchés publics de France, dans ces quartiers-là, il y ait une clause d'insertion qui permette aux entreprises qui sont justement dans ces quartiers de pouvoir embaucher des jeunes pour pouvoir accéder enfin à l'emploi sur des commandes publiques, sur des constructions de logements qui se font dans ces quartiers-là et qui doivent d'abord embaucher les jeunes de ces quartiers avant les autres. L'espoir, au-delà de l'école, de l'emploi, de l'investissement, l'espoir, c'est la République. Je veux faire vivre ensemble tous les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur sensibilité, où qu'ils habitent. Ils sont les enfants de la République. Et vous êtes tous ici, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition, quelles que soient vos origines, vous êtes chacune, chacun un atout pour la France. Je n'écarterai personne. Je ne mettrai aucun citoyen de côté. Comme président de la République, je voudrais rassembler encore, rassembler toutes les énergies de France, toutes les forces de la France pour la redresser dans la justice. C'est ça la République. La République, ce sont des valeurs, des principes. Mais la République, c'est aussi une langue superbe, parlée partout dans le monde, aimée de millions de personnes qui lisent notre littérature, notre langue, le français. Le français, c'est aussi notre patrie, c'est notre bien commun. Je veux que tous les enfants de France la connaissent, cette langue, la maîtrisent, la parlent avec plaisir, avec fierté, la fassent vivre. Et c'est la raison pour laquelle l'apprentissage du français, de l'expression française, sera une priorité pour moi. En particulier dans les quartiers où vivent de nombreux enfants issus de l'immigration. Parce que c'est à l'école, avec le français, que tout se joue. Très tôt, dès le cours préparatoire, en 6e. Et c'est là aussi que les inégalités se produisent. Très tôt, au début de la scolarité, au début du collège. Après, il est souvent trop tard. Je pense aussi à ces femmes qui élèvent seules leurs enfants dans des quartiers où la vie est difficile et qui, en plus, ne maîtrisent pas toujours bien la langue française, sont en difficulté pour aider leurs enfants, et c'est encore une inégalité de plus. Eh bien, nous mettrons en place un réseau d'aide aux parents isolés pour favoriser l'apprentissage de la langue française. Nous y mettrons tous les moyens de l'éducation nationale, les conseils généraux, les caisses d'allocation familiale, les associations de parents, parce que nous devons aussi aider les parents pour qu'ensuite ils puissent aider leurs propres enfants.
l'espoir toujours pour nos quartiers. 6 millions de Français vivent dans ce qu'on appelle des zones urbaines sensibles, les US. Eh bien, moi, je commencerai par changer de vocabulaire. Je mettrai un terme au zonage, qui est une stigmatisation. Fini les ZRU, les US, les ZRR. Qui a envie de vivre dans une zone, d'appartenir à une zone? La République, elle ne connaît pas les zones, elle ne connaît que les territoires, que les citoyens égaux en droit et en devoir. Il n'y a qu'une seule France. Mais dans les quartiers, dans ces quartiers où la vie est difficile, où sont concentrés tous les problèmes, où sont mises toutes les populations entassées là, par le fait de la fragilité ou de la misère, eh bien, il y aura dans ces quartiers des politiques publiques qui seront toutes amplifiées, renforcées, démultipliées. Dans les quartiers, la République sera de retour après le mois de mai. Je ne propose pas, je ne sais quel plan Marshall pour les banlieues. Personne ne sait d'ailleurs dans les banlieues qui était le général Marshall. Même si c'était un homme estimable, grâce à lui, il y a eu un plan pour reconstruire l'Europe. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de reconstruire l'Europe, il s'agit de reconstruire la République. Et nous n'avons pas besoin de plan exceptionnel. Personne ne l'a vu d'ailleurs. Le plan Marshall pour les banlieues, personne ne l'a rencontré. En revanche, a été divisé par 2 le budget de la politique de la ville. A été diminué le plan de rénovation urbaine de 227 millions d'euros à 16 millions d'euros. Et qui l'a fait? Mais c'est le candidat sortant qui aujourd'hui laisserait penser qu'il a un nouveau plan pour les banlieues. Mais c'est le même, il a disparu. Je ne parle pas du candidat sortant, je parle de son plan pour les banlieues. Eh bien, moi, je me suis engagé devant vous à renforcer l'école dans ces quartiers, à y remettre des services publics, à construire 1 million de logements sociaux pendant toutes ces années qui seront nécessaires pour rattraper les retards. Je ferai également prévaloir la mixité sociale et je porterai de 20 à 25% les obligations de construire des logements sociaux des communes qui aujourd'hui s'y refusent, et celles qui s'y refusent verront leurs pénalités multipliées par 5. C'est la loi, et ce sera une loi renforcée encore après le mois de mai. La République, c'est la sécurité. C'est un sujet que le candidat sortant aimait beaucoup aborder il y a 5 ans, et plus encore il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est un sujet qu'il préfère éviter. Et on le comprend. Il craint d'être ramené à son bilan, à la contradiction entre les promesses et les réalités, c'est-à-dire à l'explosion des violences aux personnes. Ici, à Marseille, les vols avec violence ont augmenté de 15%, les cambriolages de 17%, les vols à main armée ont explosé et le taux d'élucidation des enquêtes est resté à 7%. Hélas, et je sais que ça vous peine, ça vous afflige, il y a trop souvent des règlements de compte ici dans cette ville, avec 13 morts d'hommes ces derniers mois. Dans le seul département des Bouches-du-Rhône, il y a eu 4000 vols commis avec violence en 10 mois, soit une augmentation de près de 20%. Et Marseille, grande ville de France, la nuit, il n'y a que 2 cars de police secours, 2. Le pouvoir a cru s'en sortir en nommant et en démissionnant les préfets chargés de la police à Marseille. Pas moins de 3 préfets délégués en une seule année 2011.
Et combien de visites du ministre de l'Intérieur? Je constate qu'il n'est pas plus populaire ici qu'ailleurs. Et à chaque fois, ce même ministre, à chaque déplacement, à chaque remplacement de préfet de police, prétend que la sécurité est rétablie. La sienne peut-être, mais pas celle de la population. Eh bien, je l'avais affirmé dans mon discours du Bourget, je le redis ici à Marseille, la République rattrapera tous ceux qui se croient au-dessus de la loi. Je n'accepterai pas un ordre social où les plus puissants, les moins scrupuleux, les plus violents prendraient le pas sur les autres. Mon premier devoir, si je deviens le chef de l'État, c'est de protéger les faibles. Et le premier devoir du chef de l'État, c'est de protéger tous les Français, où qu'ils vivent sur le territoire. C'est pourquoi j'ai annoncé la création de 1000 postes supplémentaires de policiers, de gendarmes, de magistrats chaque année. Ils seront d'abord affectés dans les quartiers les plus difficiles, les plus délaissés. Ici à Marseille, je n'oublie pas que 376 postes de policiers ont été supprimés depuis 2007. C'est inacceptable. Et cela doit changer. L'État doit d'abord être là où les populations ont besoin de lui, où on demande sa présence avec la force nécessaire. Pourquoi c'est dans les quartiers les plus favorisés qu'il y a le plus de forces de police? Et pourquoi c'est dans les quartiers plus difficiles qu'il y en a le moins? La République, c'est aussi, au-delà de la lutte contre le crime, la délinquance nécessaire. La République, c'est l'exemplarité. Exemplarité à tous les niveaux de l'État. Exemplarité pour le président de la République. Exemplarité pour les ministres. Exemplarité pour les fonctionnaires. Exemplarité aussi pour les élus de la République. Et celui qui se rendra coupable de corruption, là encore, rencontrera toute la rigueur de la loi. C'est la justice, c'est la République. Et il n'y aura aucune faiblesse. La République, c'est la laïcité. La laïcité, la liberté de croire ou de ne pas croire, la laïcité, l'égalité, qui ne reconnaît que des citoyens à égalité de droits et de devoirs, la laïcité, la fraternité, qui permet de vivre ensemble en étant différents, d'être unis et en même temps d'être aussi uniques dans la République. La laïcité, elle doit être revendiquée partout, partout, au nom de la France. Dans le monde où tant de conflits sont déclenchés ou attisés par la confusion, la confrontation entre la religion et la politique. Mais la laïcité, c'est aussi un combat. Ici, en France, je ne peux pas accepter que ces dernières années, des professeurs ont pu témoigner des difficultés rencontrées pour faire cours d'histoire, cours de sciences naturelles, au motif que ces enseignements heurtaient des dogmes religieux ou idéologiques. Je ne peux pas accepter que dans la République française, des approches intégristes dénaturant la foi autant que la République attaquent les centres d'interruption volontaire de grossesse ou entravent le bon fonctionnement des hôpitaux ou mettent en cause la neutralité des services publics. Ce ne sera pas admis
pas davantage les écarts de langage. Ici en France, il y a quelques années, un ministre de l'Intérieur a accepté de s'exprimer dans une salle où les hommes et les femmes étaient séparés par une allée centrale. C'était en 2003. C'est le candidat sortant aujourd'hui. C'était au Bourget. Chacun a ses réunions au Bourget. Le langage, c'est aussi d'avoir pu dire, il y a 4 ans, que l'instituteur ne pouvait jamais remplacer le pasteur ou le curé. Parce que, prétendit-il, il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de la vie. Mais c'est ne pas comprendre que dans la République laïque, ce qui compte, ce n'est pas de savoir ce que nous pensons de l'éternité ou de la vie de l'au-delà. Ce qui compte, c'est le respect de la vie ici, de la liberté ici, de l'égalité ici. La laïcité. Si demain je suis le chef de l'État, ce sera de rassembler les citoyens et de ne pas opposer les consciences. Ce ne sera pas un programme, ce sera un principe. Ce ne sera pas une affirmation, ce sera une promesse. La laïcité est indispensable à la République parce qu'elle est la condition de l'intégration de chacun de ses membres. Voilà pourquoi je ne transigerai pas. La laïcité sera le socle que je promets de préserver, de garantir, de défendre contre tous les assauts, contre tous les intérismes. Et pour toutes ces raisons, j'inscrirai les principes de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État dans la Constitution. Je ferai respecter la neutralité du service public. Je garantirai la mission de l'école publique gratuite, laïque, obligatoire. Je serai intransigeant sur le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes. Je n'accepterai aucune violence. Elles seront durement sanctionnées. Les femmes seront accueillies quand elles sont, hélas, flouées dans leurs droits. Et l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sera respectée et sera enfin appliquée, puisque c'est une loi de la République qui l'exige. Voilà mon projet, c'est la République. Voilà mon projet, c'est rendre l'espoir, rendre confiance aux Français. C'est un projet à la fois national, mais aussi européen. Parce qu'il nous faut, dans cette élection, non seulement changer la France, mais aussi changer l'Europe. Oui, non pas en nous éloignant d'elle, non pas en la désignant comme un bouc émissaire de nos faiblesses, non pas en nous séparant des règles qui constituent cette Europe, mais en changeant son orientation. Parce que, Européen, je sais que l'Europe s'est éloignée des peuples. Trop souvent, elle devient incompréhensible pour les citoyens. Elle ne protège pas leurs emplois, leurs entreprises, leurs produits. Et je n'ai pas besoin d'inventer je ne sais quel acte qui viendrait des États-Unis pour m'en convaincre. Il y a longtemps que nous en avons fait le constat. Mais qu'a fait le candidat sortant depuis 5 ans, alors qu'il a présidé les destinées de l'Europe? Qu'a-t-il fait pour lutter contre les délocalisations, pour lutter contre le dumping fiscal, environnemental? Qu'a-t-il fait pour permettre la réciprocité dans les échanges? En revanche, ce qui a été fait ces derniers mois, c'est de vouloir, par un nouveau traité, généraliser l'austérité en Europe. Oui, les disciplines sont nécessaires. Oui, le retour à l'équilibre de nos comptes publics est indispensable. Oui, il nous faut des disciplines. D'ailleurs, pour
réparer les dégâts qui ont été causés par les conservateurs. C'est eux qui ont aggravé la dette publique, c'est eux qui ont creusé les déficits, c'est eux qui ont déséquilibré les comptes sociaux. Oui, nous devrons faire des efforts. Oui, nous aurons sûrement à réduire des dépenses et à lever des prélèvements, mais je le dis aussi à Marseille comme partout ailleurs, si des efforts seront consentis par le peuple français, ça sera à une seule condition, celle que je poserai. C'est-à-dire que ce soit juste, que ce soit ceux qui ont le plus qui payent davantage. Et c'est pourquoi je ferai la réforme fiscale qui est tant attendue et qui permettra que les revenus du capital soient soumis au même prélèvement que les revenus du travail, que ça soit fini avec les niches fiscales, que personne n'échappe à l'impôt par sa situation ou par son privilège. Alors si nous allons faire des efforts pour redresser nos comptes, nous ne pourrons parvenir aux résultats espérés que s'il y a de la croissance. C'est notre responsabilité en France, mais c'est aussi celle de l'Europe. Et je n'accepterai pas que l'Europe se réduise même simplement à des plans d'austérité ou à des plans de rigueur pour tous les peuples et pour tous les pays. Et c'est pourquoi j'ai contesté le traité qui venait d'être signé, parce que s'il posait des disciplines nécessaires, il n'avait pas la dimension qui était exigée par les temps que nous traversons, c'est-à-dire la croissance, l'emploi, l'activité, la relance industrielle, de grands projets communs, la transition énergétique, écologique dont nous avons tant besoin. Oui, j'ai dit que je voulais renégocier le traité qui a été signé au début du mois de mars. Ce texte ne sera d'ailleurs pas ratifié, même s'il a été signé. Il ne sera pas ratifié par le prochain Parlement si nous n'obtenons pas justement cette réorientation de la construction européenne. Comme président de la République, j'aurai à convaincre mes partenaires. On me dit, mais vous n'y arriverez pas, puisque le candidat sortant n'y est pas parvenu. Mais justement, c'est ce qui nous distingue. Et d'ailleurs, au-delà des personnes, la différence, c'est qu'un président sortant ne peut pas avoir la force qu'a un président nouveau, porté par le peuple français qui lui a donné sa confiance. Cette confiance, je la sollicite, je la demande. Si je deviens le prochain président de la République, les Français m'auront donné comme contrat de renégocier ce traité pour lui redonner ce qui lui manque, la croissance, l'activité, l'emploi, la solidarité. Jusqu'à ces dernières heures ou ces derniers jours, le candidat sortant me déniait le droit, la capacité, la possibilité, la légitimité de prétendre renégocier un traité. Un traité juste signé, pas ratifié. Un traité qui d'ailleurs n'est pas son œuvre, mais c'est celle de Mme Merkel. Non, il ne voulait pas qu'on touche à ce traité. Je n'en aurais pas le droit. Et voilà que toute affaire cessante, devant tous ses amis convoqués à Villepinte, il annonce non pas la renégociation d'un traité, mais de 3. Du traité de Schengen, du traité sur les marchés publics, du traité sur la réciprocité des accords commerciaux. Mais je n'avais pas tout vu, pas tout entendu. Le voilà que sur une grande chaîne de télévision, n'écoutant que son courage, qui arrive tard. Il veut maintenant chasser les exilés fiscaux, aller les rechercher. Ils n'ont rien à craindre de lui. Mais là,
Mais là, ce n'est plus un traité, 2 traités, 3 traités qu'il veut renégocier. C'est 117 conventions fiscales. Ça lui prendra du temps. On me dit 10 ans. Mais ce n'est qu'un mandat de 5 ans qu'il sollicite. 5 ans de trop. Il vient d'en faire 5. Mais pourquoi voulez-vous qu'il fasse dans les 5 prochaines années ce qu'il n'a pas été capable de faire les 5 dernières années? Voilà, mes chers amis, il nous faut changer la France, changer l'Europe. Mais je me sens porté, encouragé par vous. C'est une vaste tâche. Elle ne m'effraie pas. Avec votre force, avec votre soutien, avec le vote du peuple français, nous ferons de grandes choses ensemble. Mais ce sont nos concitoyens qui vont décider. C'est vous qui allez parler les 22 avril et 6 mai prochains. Une élection présidentielle, c'est un choix. Un choix de personne. Il s'agit de désigner le prochain président de la République. Un choix de conception de la République elle-même, de l'exercice de la fonction, mais aussi un choix de projet. Le mien, je vous l'ai présenté il y a déjà plusieurs semaines. On m'en faisait d'ailleurs exigence. Quand j'ai été désigné après les primaires citoyennes, belle réussite démocratique, c'était au mois d'octobre. Il m'était demandé, toutes affaires cessantes, de présenter mon projet. Je demandais un peu de temps, un peu de patience. Et puis, à la fin du mois de janvier, c'était au Bourget, j'ai présenté mes 60 propositions pour la France. C'était mon devoir de le faire en transparence, en clarté. Transparence sur les objectifs, clarté sur les financements et également volonté d'engager le débat. Je suis le candidat de la cohérence, de la constance, de la confiance. Je suis devant les Français, capable de répondre à toutes leurs questions et de leur fournir mes réponses. Mon objectif, c'est le redressement du pays. Ma préoccupation, c'est la justice. Ma priorité, c'est la jeunesse. Tout sera dit. Et ce qui sera dit sera fait. Je ne ferai aucune promesse, et je n'en ai fait aucune, que je ne serai capable de tenir et de respecter. Je ne dis pas, aujourd'hui, dans cette campagne, qu'avec mon élection, tout redeviendrait possible. Non. Celui qui a prononcé cette phrase doit se repentir aujourd'hui. Car effectivement, rien n'a été possible. Rien pour le pouvoir d'achat, rien pour l'emploi, rien pour la justice, rien pour la sécurité. Alors face à mon projet qui ne variera pas selon les circonstances, qui ne sera pas une virevolte, qui ne sera pas une surprise, qui ne sera pas une improvisation, il existe un autre projet. Ce projet, c'est de continuer la politique suivie depuis 5 ans. Ce projet, c'est d'accepter tout ce qui s'est fait et ce qui s'est défait depuis 5 ans. Je comprends que le candidat sortant veuille cacher, occulter son bilan. Comment pourrait-il le défendre? Ce bilan n'est pas présentable. Alors que fait-il? Il multiplie les annonces. Chaque jour qui passe fait effectivement promesses nouvelles. Tout ce qu'il s'est refusé à faire pendant 5 ans, il l'annonce comme possible. Il est prêt à l'engager. Protéger l'industrie, dit-il. 400 000 emplois industriels ont été supprimés. Comment le croire? Sauver des entreprises. Mais nous avons eu 1 million de chômeurs depuis 5 ans de plus. Comment pourrait-on le croire?
sauf s'il vient sauver quelques entreprises en fin de mandat, et je ne m'en plains pas, grâce au soutien de quelques patrons amis qu'il a sollicités pour l'occasion. Poursuivre les exilés fiscaux, mais il n'a donné que des privilèges aux plus favorisés, aux plus puissants, aux plus privilégiés. Non, son programme, si je voulais le résumer, c'est de dire que tout doit changer pour que rien ne change dans le pays. Eh bien, le seul moyen de changer, je vous l'annonce, c'est de changer de président, c'est de changer de politique, c'est de changer de destin. Voilà le changement que je sollicite. Le changement, je veux l'apporter à tous les Français qui aujourd'hui subissent la vie chère, des prix qui flambent, et notamment celui des carburants, même s'il y a des causes qui l'expliquent. C'est dur à vivre. Et qui n'entend pas aujourd'hui la complainte de ceux qui n'en peuvent plus, pour qui la fin de mois est le 15 de chaque mois? Oui, je veux m'adresser à tous les Français, ceux qui sont dans la précarité, pas simplement parce qu'ils seraient dans un temps partiel ou dans un contrat à durée déterminée, mais même ceux qui sont en contrat à durée indéterminée, même ceux qui sont fonctionnaires aujourd'hui craignent pour leur avenir. Je veux leur apporter la sécurité à laquelle ils ont droit, la confiance, la solidarité. Je veux m'adresser aussi à tous ceux qui attendent de la justice, attendent de l'égalité. J'ai dit ce qu'il fallait faire pour les jeunes, mais je n'oublie pas aussi les plus anciens qui se posent la question de l'avenir de leur retraite, à qui l'on doit solidarité et respect. Je veux dire aussi que le sort qui est fait aux personnes handicapées de notre pays n'est pas acceptable à l'école, où ils ne sont pas reçus comme ils doivent l'être, pas acceptable dans la dignité de leurs conditions pour le travail, pas acceptable de la reconnaissance de leur diversité, de leur culture. Oui, nous avons à faire un grand projet pour l'égalité. Nous devons aimer notre pays pour bien le servir. Je crois au patriotisme, non pas à la haine des autres, mais à l'amour de son pays, à l'amour des siens, à l'amour de la République. Le patriotisme, c'est celui du créateur, de l'entrepreneur, qui invente, qui innove, qui crée de l'emploi, de la richesse, qui embauche, qui exporte. Oui, ces entrepreneurs sont des patriotes. Ces patriotes aussi sont les salariés qui se dévouent pour que leur entreprise soit la meilleure dans la compétition, qui font des sacrifices et qui savent bien que leur entreprise appartient au capital, mais aussi au travail qui d'ailleurs devra être reconnu, y compris dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance des grandes entreprises. Le patriotisme, c'est celui des infirmières, des aides-soignantes de l'hôpital qui se dévouent pour nous apporter les soins nécessaires, et les médecins, les professions de santé. Le patriotisme, c'est celui des artistes qui permettent d'avoir la plus belle image de la France au plan culturel. Le patriotisme, c'est aussi les sportifs qui veulent la réussite ou de leur club. Ça a été fait pour Marseille hier, et de quelle façon, ou pour leur pays. Le patriotisme, c'est celui des jeunes qui s'engagent dans les associations, qui veulent être d'ailleurs plus souvent dans le service civique, oui, là où on peut être utile aux autres et à soi-même. Mais le patriotisme, c'est aussi celui des fonctionnaires qui servent l'État de la meilleure des façons. Le patriotisme, c'est celui des personnels de l'école qui, malgré des moyens réduits,
malgré l'abandon dont ils ont été victimes depuis 5 ans, se dévouent pour l'égalité des chances dans notre pays. Oui, je crois au patriotisme. Et c'est pour ça que j'ai dit, et je le confirme ce soir, que ceux qui sont au plus haut dans la hiérarchie de leurs entreprises, dans la hiérarchie des revenus, doivent aussi considérer qu'ils doivent limiter leur rémunération lorsqu'elle devient indécente par rapport à ce qui est le sort commun. On ne peut pas demander aux salariés d'attendre un peu pour leur augmentation et de s'octroyer 34% de progression du revenu pour les dirigeants qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Ça en sera fini. Et nous aurons donc cette tranche supérieure de 75%, parce que ça ne s'agit pas de chercher des recettes supplémentaires, il s'agit de dire qu'au-delà de 1 million d'euros, il y a peut-être dans cette période de crise à avoir des précautions, des limites et finalement de la morale publique. Voilà, chers amis, ce que j'étais venu vous dire ce soir à Marseille. Oui, il est possible que nous gagnions. Ce serait même souhaitable. Mais nous n'en sommes pas sûrs. La victoire dépendra de la capacité qui sera la nôtre de convaincre nos concitoyens. La victoire, elle sera celle que nous offrirons aux Français si nous en sommes dignes, si nous sommes capables de lever le niveau, si nous ne cédons pas aux polémiques, aux surenchères, aux manœuvres, aux instrumentalisations. Oui, la victoire, nous irons la chercher parce que nous en serons dignes et parce que nous en serons fiers. Mais en même temps, il nous reste 39 jours avant le premier tour. Et chaque jour doit être un jour utile pour notre pays. Chaque jour doit être une occasion de retrouver confiance et espoir dans l'avenir. Chaque jour doit être un temps de campagne pour le candidat que je suis devant vous et pour vous aussi. Je ne gagnerai pas seul. Je dois être soutenu par vous. Je ne vous demande pas votre aide. Je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin de secours. J'ai simplement besoin de la volonté du peuple français de changer, de sa conscience, de l'enjeu. Je vous respecte trop pour vous prier de m'apporter le suffrage qui me manquera. Non, c'est vous, lucidement, peuple de France, qui allez décider de votre avenir. Rien n'est joué, c'est vrai. Rien n'est fait, rien n'est conquis, rien n'est acquis. Et ceux qui imaginaient que la campagne présidentielle serait un parcours de santé, moi je m'y suis préparé. Mais ça sera un parcours de combattants pour la démocratie et pour la République et pour la justice. Je ne vous demande pas de gagner pour moi-même. Je ne veux rien pour moi. Je ne vous parle pas de moi. J'ai cette pudeur, j'ai cette réserve. Je ne veux pas parler de moi parce que je veux parler de la France, parce que je veux parler des Français, parce que je suis à leur service. Je ne veux pas gagner pour mon parti. J'ai du respect pour lui. Je lui dois tout. Et en même temps, je veux gagner bien plus que pour la gauche. Je veux gagner pour la France parce que nous avons ce devoir-là de lui donner
l'espoir qu'il attend notre grand pays. Mais rien ne nous sera donné que nous soyons capables de gagner par nous-mêmes. Nous devons éviter plusieurs risques. D'abord celui de la confiance excessive. Pourquoi donc? Qui nous la donnerait, si ce n'est le peuple français? Les sondages n'indiquent rien que des intentions. Ce que nous devons solliciter, ce ne sont pas des intentions, ce sont des votes. Rien ne nous sera acquis, parce qu'il y aura toujours des personnes, des citoyens, qui plutôt que d'aller vers le changement, sont tentés, parce que la vie est trop dure, parce que les peurs sont trop grandes, d'aller voir, y compris dans des idées qui ont fait tant de mal à la République, le refuge de leur inconscience, de leur colère, de leur désespérance. Peuple de France, vous ne pouvez pas vous tourner vers les extrêmes, l'extrême droite, qui par son histoire, par ses idées, par ses conceptions de la République, justement, n'a jamais été dans la République. Parce que ce n'est pas être dans la République que de discriminer, que de stigmatiser, que de nier le progrès et la liberté. Mais nous avons d'autres risques à conjurer, celui de l'abstention, de tous nos concitoyens qui n'y croient plus, qui pensent que la politique est devenue impuissance, qui considèrent que finalement, puisque le candidat sortant aurait échoué, nul ne peut réussir. Nous devons leur montrer à ceux-là, ceux qui doutent, ceux qui sont devenus fatalistes, résignés, désespérés, qu'il n'y a rien de plus beau dans la République que le suffrage, que le droit d'expression, qui est la plus belle des révoltes quand on n'en a plus aucune. Nous devons dire à ceux-là, toujours prompts à manifester leur colère dans la rue ou ailleurs, de leur dire que la plus belle manifestation civique, c'est le jour du vote, quand tous les concitoyens se lèvent le même jour pour aller porter un bulletin, pas toujours dans la même enveloppe, et le même bulletin dans cette enveloppe, mais parce qu'ils ont confiance dans la démocratie et dans le suffrage. Nous devons dire aussi que si nous voulons créer une dynamique et donc une victoire, c'est au premier tour que nous devons donner au changement que je porte la force nécessaire, la capacité de vaincre. En face de nous, ils n'espèrent qu'une chose, la dispersion, l'abstention, la résignation. Ne leur offrez pas ce qui serait finalement leur seule chance. Nous devons faire que les Français viennent massivement voter au premier tour et donnent à la candidature que je porte en votre nom la force et la légitimité qui permettront à ce moment-là les plus belles des victoires, celle de la gauche et celle de la France et celle de la République. Voilà, mes chers amis, ce que j'étais venu vous dire à Marseille. Nous avons devant nous un grand rendez-vous, le plus beau rendez-vous qui soit, le rendez-vous de l'espérance, le rendez-vous de la confiance, le rendez-vous de la cohérence, le rendez-vous que nous avons pris avec les Français. Et donc, nous devons faire de ce rendez-vous-là un moment heureux pour la France. J'ai le souvenir, parce que c'était ma génération, de la grande victoire de 1981. J'ai la figure, encore le visage de François Mitterrand sous les yeux, en ce 10 mai 1981. Eh bien, depuis des années et des années, je me suis fait une promesse à moi-même, et je la livre devant vous. Il faut donner enfin un successeur de gauche à François Mitterrand à la présidence de la République.
Et tout au long de ces prochains jours, je poursuivrai ma rencontre avec les Français avec le même esprit, celui du respect, de la considération, mais aussi avec la cohérence, la constance, la confiance dont je ne me départirai jamais, et avec l'espoir que je veux donner à notre pays. Je parlerai aux Français, je leur dirai calmement, dignement ma conviction. Je ferai en sorte d'être en harmonie avec moi-même, d'être authentique, sincère, parce que je ne veux pas que le peuple français se trouve abusé, trompé, comme il l'a été en 2007. Je pense qu'à un moment, il faut à la fois qu'une page se tourne et qu'une autre s'écrive. Oublions déjà la page qui est en train de se tourner et écrivons ensemble le livre de la République, au nom de la France, au nom de l'espérance que nous portons ensemble. Merci Marseille de m'avoir donné votre force, votre ferveur, votre enthousiasme. Rendez-vous le 22 avril et le 6 mai. Merci Marseille.